Cela fait 15 ans que je photographie la Géorgie. Toujours des histoires tragiques, liées à des conflits, des réfugiés, des déracinés. Mais aujourd'hui, j'ai envie de montrer un autre visage de ce pays. Alors je m'apprête à partir dans une région mythique dont les Géorgiens ne cessent de me parler. Un paradis fantasmé au cœur du Caucase, où ne vivent que quelques personnes en hiver. Un monde qui fait vibrer l'âme de ce pays. La Touchétie. Vers la fin de l'automne, les Touches, bergers par tradition, redescendent des montagnes avec leurs bêtes. Ils quittent le Caucase avant que la seule route qui mène à la Touchétie ne ferme et qu'elle isole quelques irréductibles qui y restent tout l'hiver, coupés du monde. Avant de gagner les hauteurs, je croise Jumbera, un gardien de troupeau, près du village d'Alvani. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va, merci. Très bien. D'où viens-tu? Nous venons de la montagne, de là-bas. De la Touchétie? Oui, nous venons des montagnes de Touchétie. La route est en très mauvais état. Elle est dangereuse. Elle ferme dès que la neige tombe. Les voitures n'y passent plus. Ceux qui restent en Touchétie ont du bétail, des chevaux. Ils y passent tout l'hiver. Je voudrais dormir dans un abadi sur la route pour la Touchétie. Oui, il est très pratique en montagne. Quand il pleut, il est imperméable. Je me couvre avec et je dors. C'est lourd. C'est bien. Voilà, je dors comme ça. Le berger n'a pas de sac de couchage. Quand les moutons ont peur de quelque chose et commencent à courir à droite, à gauche, le berger peut se lever vite fait de son abadi pour les rassembler. Le nabadi est un objet qui m'intrigue depuis que j'ai vu les photos de Shalva Al-Ranaïdze. Son petit-neveu Zviad les a conservés. Ce sont des albums des photos familiales. Ah, c'est lui. Photographe. C'est Shalva. Shalva était un photographe touche des années 60. Ces photos sont magnifiques. Elles ont été ma première rencontre avec l'histoire de la Touchétie. Elles sont un témoignage unique sur ce peuple et cette région. Sur chaque photo, c'est un touche qui fait la fête. C'est ça la Touchétie. Oui. Shalva a croqué la vie dans les montagnes, principalement lors des grandes fêtes traditionnelles d'été. On y voit le fameux nabadi des bergers, les sacrifices rituels des moutons, la joie des banquets en plein air. Ces photos font partie d'un patrimoine émotionnel important pour tous les Géorgiens. J'ai du mal à décrire ça en un seul mot, mais la Touchétie, c'est tout pour moi. Mon enfance, mes souvenirs, mon passé, mes ancêtres, la terre, l'eau et l'air. Tu te sens vraiment doté de quelque chose quand tu es représentant de ce petit coin. Tu possèdes une véritable perle que chacun d'entre nous doit soigneusement protéger. Ces propos me touchent, les photos également. D'autant plus que moi aussi je travaille en argentique. Pour prendre le temps, sentir l'image qui apparaît. Demain, je pars à cheval en Touchétie. J'accompagne Levan et Bouko, deux touches que j'ai rencontrés à Alvani. Ils ramènent des chevaux à un couple qui reste dans la montagne pendant l'hiver. Il faut qu'ils se dépêchent avant que la route ne soit fermée. Où est la carte? Là-bas. À ce moment de la saison, nous sommes les seuls à aller dans ce sens-là. Les autres descendent avec leurs moutons. Pour nous, c'est un voyage à contre-courant. Depuis Alvani, nous allons remonter la piste jusqu'au col Abano, véritable porte d'entrée de la Touchétie. Il en verrouille l'accès dès les premières neiges et la rend encore plus attirante.
Nous arriverons ensuite à Omalo, le village principal. Et de là, j'irai me perdre dans les vallées, dans les hameaux, à la rencontre des habitants restants. Un de ces lieux m'attire particulièrement, Bocsorna, le plus haut village d'Europe où un homme seul vit à l'année. Ce soir, on s'arrêtera là, en bas du col. C'est très en dessous du col. À quelle hauteur est-il? Le col est à 2978 mètres. Les chevaux que nous montons appartiennent à Kako et Liko, donc nous les laisserons chez eux. Ah oui, ce sont les chevaux des gens qui restent là-haut tout l'hiver. Beaucoup, à ton avis, combien de personnes restent en Touchéti tout l'hiver? 14, 15. Toi, tu ne veux pas y vivre en hiver? Non, peut-être juste une fois pour essayer. Devant nous, 2 ou 3 jours de route, 70 km, 5000 mètres de dénivelé. Avec ce temps clément, le trajet s'annonce agréable. Je me laisse aller au rythme des pas du cheval. Il guide mes pensées et je me demande ce qui rend la Touchéti si chère aux yeux des Géorgiens. Est-ce le paysage? Est-ce parce que cette région a été épargnée par les conflits? Est-ce l'isolement de ces irréductibles qui restent dans les hauteurs? Sur la route, nous croisons les bergers qui descendent leurs troupeaux dans la plaine. Comment vas-tu? Comment vont tes affaires? Les moutons, ils sont où? Ils arrivent? Il y a combien de têtes? Au moins 1200. Et celui-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il semble être tombé. Le troupeau l'a poussé, et voilà. C'est hallucinant cette route. La route est impressionnante. Même pour les bergers qui l'empruntent 2 fois par an, chaque trajet est une aventure. Celui que nous croisons a ainsi perdu une quinzaine de moutons lors de son précédent passage. Je me demande où on va dormir. Il n'y a pas d'endroit pour s'allonger. On va trouver. Entre les moutons, la vie de ces bergers touches semble immuable. Ils dorment sur leur nabadi comme ceux que j'ai vus dans les photos de Shalva. Des photos d'ailleurs, je commence à en prendre. Je n'aime pas trop poser de questions. Je préfère m'imprégner en silence et laisser venir les images à moi. Ce qui intrigue plutôt les bergers. Je lève mon verre au destin qui nous a fait nous rencontrer. C'est la chance qui fait que nous soyons ici ensemble. À quoi ça lui sert de faire toutes ces photos? Il y a déjà plein de gens qui en ont fait ici et qui les ont mis sur Facebook. Et il a une autre vision. Son œil est différent des autres. C'est un travail artistique. Ce n'est pas pour les journaux. Et j'ai de la chance d'être ici. À la santé de celui qui a accompagné notre départ de son bon œil, et de celui qui nous recevra. Dato, les chiens sont là? Je m'écarte parfois de Levan et Bouko pour contempler les lumières qui changent, les ombres qui se déplacent. J'ai besoin d'éprouver cette piste. On m'en a tellement parlé. Elle est considérée comme l'une des routes les plus dangereuses au monde quand on l'emprunte en voiture. Les glissements de terrain sont fréquents. Une quinzaine de personnes sont mortes sur ces lacets pendant les 6 derniers mois. Et juste avant de partir, Levan m'a raconté qu'un berger avait été tué par la foudre 2 semaines auparavant. Cette histoire m'est restée en tête, même si la piste est plutôt confortable à cheval et que la météo nous épargne. Mais le climat de ces montagnes
est particulièrement versatile. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. La tempête, la pluie, c'est l'enfer dehors. Mais ça devrait aller. Mes pieds sont trempés. Au petit matin, le ciel se dégage à nouveau. Mais en une nuit, j'ai eu soudainement un aperçu bien différent de la vie sur la route. Cette nuit, je me suis senti très proche de la mort. Parce que je ne suis pas habitué à ça. Certains éclairs étaient vraiment proches. J'aurais pu mourir ici, tout simplement. En fait, les éclairs, c'est la plus grande peur des bergers. Vivre ça m'a rappelé qu'enfant, j'ai vécu la même chose. Je pleurais toute la nuit dans un abadi trempé en me demandant ce que je faisais là. Oui. Mon père me secouait, il me disait « Tu dois devenir un homme fort. Tu dois apprendre comment survivre. Et si tu peux faire ce métier de berger, tu pourras faire n'importe quel métier. » Et il avait raison. Et donc, c'est quoi ton métier quand tu n'es pas dans ces montagnes? Oh, un métier très facile. Je suis en Californie, à San Francisco, et je suis chauffeur pour Uber. 6-7 mois par an. Incroyable! Mais j'ai fait d'autres métiers durs avant. Combien d'heures tu fais par semaine? 84. Minimum. 12 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est fou. Mais j'ai de l'énergie, parce que je sais que je vais venir ici pour 4-5 mois et me reposer. Je n'en reviens pas. Là, sur la piste qui mène à la Touchetti, je me dis qu'il devient vraiment impossible de s'extraire totalement de ce monde globalisé. Beaucoup de Touches quittent leur montagne pour vivre en ville ou à l'étranger. Ils ne reviennent que l'été au moment des vacances. Cela renforce mon intérêt pour ces derniers habitants, ces résistants qui restent seuls l'hiver. À l'approche du col Abano, la brume monte et nous enveloppe. J'essaie de capter ce moment. Est-ce la Touchetti qui se cache à l'arrivée d'un étranger? Est-ce Shirale, l'ancien dieu du temps touche, qui nous éprouve? Nous luttons pour les derniers mètres, dans le vent et le froid. Mais les Touches savent ponctuer le chemin de rituels pour se revigorer. Pour les bons anges du voyage. Versez-lui aussi un verre. Sakai. Allez, mange quelque chose. Ne laisse pas une goutte, fini. Il faut te le rappeler. Alors, qui n'a pas bu? Levons ce verre pour le dieu du temps Shirale, qui nous envoie le beau temps durant notre voyage. Viens par ici, mec. Viens, la tradition, c'est la tradition. Comment va votre majesté? Pour l'ange du voyage, pour votre accueil et à notre rencontre, soyons forts et bien. Je ne peux pas m'empêcher de photographier les hommes que je croise. Ils me rappellent ceux qui apparaissent dans les photos de Shalva. Si le temps était dégagé, qu'est-ce qu'on verrait? Le paradis. Je l'appelle mon paradis. Pour moi, c'est un océan de sentiments. C'est très sentimental. Je connais cette route depuis mon enfance. J'y ai conduit le bétail pendant tant d'années. Oh, tu vois? Ça s'est ouvert. Le Caucase, incroyable. Shirale, le dieu du temps, nous écoute et dévoile un horizon de sommets et de vallées. La porte du royaume s'est ouverte. Nous pouvons entrer en Touchetti. La réputation de la route n'est pas usurpée.
Les aléas du climat, l'altitude, ont été comme un rite initiatique pour moi. Je suis même heureux d'avoir douté de la possibilité de passer. La poétesse Touche Eteri Tataraidze me l'avait dit avant mon départ. Pour connaître la Toucheti, il faut y aller à pied ou à cheval. Je réalise pourquoi maintenant. Il faut sentir physiquement l'éloignement de cette région pour comprendre ceux qui habitent au-delà de ce col. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Je vais te montrer le haut Omalo, là où Nuxar habite. Nous arrivons à Omalo et Levan me mène jusqu'à Nuxar. Nuxar est une figure de la Toucheti. Historien, il est la mémoire des lieux. Il a habité ici à l'année pendant 25 ans, mais aujourd'hui, comme les bergers, il redescend juste avant la fermeture de la route. Comment vas-tu? Ça va et toi? Voilà Nuxar. Comment allez-vous? Nuxar prépare son départ vers la plaine. Je le retrouverai pour dîner. En attendant, je vais faire un tour et m'imprégner du paysage. Je suis enfin en Toucheti. Ah, il y a un petit pic neigeux là-bas au fond. On va voir s'il y a quelqu'un dessus. Pourquoi si peu de gens restent finalement? Est-ce parce que les conditions sont trop rudes ou parce que l'histoire a rattrapé ces terres isolées? C'est moi le Tamada? Oui. Commençons par Dieu. Gloire à Dieu, à notre invité, qu'il soit bienvenu en Toucheti. Que soient toujours heureux les va-et-vient en Toucheti. J'ai vu que beaucoup de Touches habitent à Albany. J'ai compris que les familles vivaient en Toucheti avant. Quand est-ce que c'est arrivé? À quel moment les familles sont descendues? Les Touches sont partis en 1959. Sous prétexte de faire un kolkhoz à Albany, le gouvernement soviétique, les services secrets, ont déplacé notre population à Albany. Alors qu'ici, il y avait tout. On avait des écoles dans chaque vallée et ils nous ont déplacés à Albany. Ils nous ont coupés de nos racines historiques. Mais vous avez gardé vos maisons en Toucheti et vous revenez l'été? Quand les Touches sont descendus dans la vallée, ils sont devenus des fermiers migrants. Ils descendent à l'automne et reviennent au printemps. C'est comme ça qu'ils sont devenus des habitants temporaires. C'est très intéressant ce que tu nous as raconté. Nous sommes là, isolés en Toucheti, et à Moscou, des projets politiques ont été planifiés concernant cette terre. À ta santé. Buisson, buisson. Ça me manque de passer l'hiver en Toucheti.
La nature va s'endormir, les arbres devenir jaunes, et à un moment, même l'eau sera silencieuse. Dans 3-4 jours au maximum, on sera à Albany. Mais à un moment donné, à l'âge de la retraite, je reviendrai certainement m'installer dans ma région. Ce sera un vrai luxe pour moi de vivre à l'écart, librement et en harmonie avec la nature. Nuxar a été le dernier professeur de l'école d'Omalo. Comme tous ceux qui l'ont quitté à cause des aléas historiques, il emporte avec lui et dans la plaine la nostalgie de la Touchétie. Les tours de guet du village qui ont traversé les siècles sont le symbole de cet ancrage inébranlable. D'Omalo, nous nous rendons à Chenako, proche de la frontière russe. 10 km de pentes abruptes. C'est la fin du voyage de Levan et Bouko. Ils ramènent les chevaux au dernier couple de fermiers à vivre à l'année dans la montagne. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Voici Kako. Et Eliko. Enchanté. Enchanté. Eliko et Kako sont encore dans leur maison d'été sur le versant nord du vallon. De là, Kako surveille les bêtes dans l'étable, à côté de la maison d'hiver baignée par le soleil du sud, où dans quelques jours ils déménageront. L'activité est déjà au ralenti et leur vie bascule doucement vers le calme hivernal. Hé Lady, qu'est-ce que tu fais là? Attends. Levez-vous, madame. Allez, bouge-toi. Je découvre Eliko et Kako. Ce sont des résistants et des idéalistes. 20 ans après avoir poussé les Touches à descendre travailler dans les kolkhozes, le gouvernement soviétique les a enjoints, au début des années 80, à remonter dans les montagnes. Kako et Eliko ont fait partie de cette vague de retour motivée par les promesses du gouvernement et la construction d'infrastructures, postes, écoles, lignes électriques. Dans les années 80, c'était le projet Renaissance de la montagne. On promettait un soutien à ceux qui iraient vivre à la montagne. Nous n'avions rien, nous sommes partis de zéro. La vie était très difficile, mais on croyait à l'avenir. Après, l'Union soviétique s'est effondrée. Tout le monde est parti petit à petit. Nous sommes déjà habitués à cette vie-là. Nous ne voulons pas l'abandonner. Le village est déjà vide et si nous partons, on perdra cet endroit définitivement. Kako et Eliko sont les dernières vigies du village. Sans eux, Chenako s'endormirait en hiver et ne se réveillerait qu'à la belle saison, avec la réouverture des maisons d'été, dont la majorité sont devenues des chambres d'hôtes. Ce serait la fin de cette agriculture de montagne qu'ils tentent de faire perdurer. En les écoutant, en les regardant, je pense à Shalva, le photographe touche dont le travail m'a ouvert les portes de ce monde. Est-ce que vous auriez un drap blanc? J'en ai un, il est accroché sur une corde là-bas. Ah merci. Alors j'improvise un studio photo et je propose à Eliko et Kako de faire des portraits posés, symbole de ce temps plus figé de l'hiver. C'est un beau studio, non? Vous me prenez pour une comédienne d'Hollywood ou quoi? C'est super.
Est-ce que vous connaissez le travail du photographe Shalva Al-Khanaidze? Oui, il a fait ma photo une fois. C'était un photographe connu. C'est lui-même qui m'a montré la photo l'année suivante. Vous pouvez me regarder, s'il vous plaît? Regardez-moi, s'il vous plaît. Je voudrais faire des portraits simples, comme Shalva les faisait quand les gens posaient pour leurs photos de passeport à Albany. C'est moi avec le ruban. Vraiment? Sans le savoir, j'avais avec moi le portrait d'Hélico pris 40 ans auparavant par Shalva à Albany. Plus qu'un hommage, j'ai l'impression de participer à perpétuer une histoire. Celle des touches, celle de Kako et Hélico. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Après la séance photo, Hélico se confie à moi et m'emmène découvrir son jardin secret qu'elle rêve de voir éclore à nouveau. De la littérature, des livres d'enfants, des romans. Il y a de tout. Ce sont des vieux livres. Il y avait une bibliothèque en 1984 et les livres datent de cette époque. Elle a été fermée à partir de 1988-89, quand il y a eu tous ces troubles, l'effondrement de l'Union soviétique. Les responsables du département de la culture ont changé tellement de fois depuis qu'ils les ont tout simplement oubliés. La bibliothèque de Chenako n'existe plus. Elle a disparu. Et là, rangée et attachée comme ça, personne ne devine leur existence. C'est pour ça que je voudrais remonter une bibliothèque, pour le bonheur de ces livres et des gens également. Dans le calme de la nuit, je songe à la force d'âme de Kako et Hélico, gardiens d'un troupeau, d'un village et d'une bibliothèque endormis depuis plus de 30 ans. Le tirage photographique m'impose un ralentissement. J'ai l'impression ainsi de me mettre au diapason de leur vie. À notre époque, où nous vivons cette accélération, cette profusion d'images, je ressens ce luxe de prendre autant de temps pour faire juste 2 ou 3 tirages. C'est assez beau parce qu'il y a une sorte de texture un peu floutée, un petit peu étrange, évanescente. Le temps, la patience, toute cette vie est là, dans le visage d'Hélico. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Il veut nous montrer. Tu préfères ça? Celle-ci, elle est bien. Elle est réellement celle que je suis. Merci. Merci. Comme j'ai vieilli. Et quelle fille tu étais? Voilà, j'étais une fille de 20 ans quand je suis montée en Touchetti, à Chenako, et tu vois comme j'ai vieilli après tout ce temps passé ici. Ce que j'aime dans ces tirages, c'est qu'ils ont été faits à la lumière de la lune de Chenako. Ils ont été rincés avec l'eau de Chenako. Ils ont séché dans votre maison et ils ont pris la pluie de Chenako ce matin. Et tout ça s'est réuni dans ce même morceau de papier. De chez Kako et Hélico, je pars seul marcher jusqu'à la frontière pour mettre des images sur ce mot si abstrait et ressentir le vertige d'être au bord du monde. La frontière, elle est exactement le long de l'arête là qui descend. Et après l'arête, c'est la Russie. Donc les choses qu'on voit là, c'est le territoire qui est disputé entre le Daghestan et la Géorgie. Donc c'est censé être la Géorgie, mais ça ne l'est plus. Dans mon travail photographique, la Géorgie, c'est ce petit pays pris dans des enjeux stratégiques avec les grandes puissances. Et je retrouve ça ici.
car pour les Touches, l'enjeu autour de la frontière est bien réel. Dans l'esprit de Kako, quitter le village signifie laisser une opportunité pour que les Russes s'approprient cette terre. Ils sont donc non seulement les gardiens d'un village, mais aussi ceux d'une frontière. Cet enracinement m'émeut. Surtout que j'ai beaucoup photographié des déracinés issus des conflits d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Et là, je me retrouve à aller vers des gens qui sont profondément attachés à leur territoire. Levan m'a d'ailleurs parlé d'un homme qui allait passer l'hiver tout seul. Avant de redescendre dans la vallée, il m'accompagne jusqu'à Tchécho, à 30 km du village d'Iliko et Kako. C'est là que vit Zourab. Sa famille et ses amis sont restés pour l'aider à préparer l'hiver avant que la route ne ferme définitivement. Oh, Tsetse. Tu penses qu'il y a assez de foin pour l'hiver? Comment vas-tu? Je rame, c'est ça. Voilà mon ami Grégoire. Comment vas-tu, Grégoire? Tu es prêt moralement pour rester seul? Oui, moralement, je suis prêt. L'hiver dernier, je m'inquiétais pour la nourriture du bétail. Je ne savais pas si elle allait suffire. Seulement pour ça, pour rien d'autre. Pour le reste, j'étais confiant. Tu es plus inquiet pour tes vaches que pour toi-même. Oui, bien sûr. Moi, je pourrais survivre en chassant et en trouvant d'autres choses. À l'époque, lorsque nos ancêtres n'avaient plus rien à manger, ils coupaient des fines branches d'érable, les cuisinaient et les mangeaient. Je vais me promener. L'enracinement de ces personnes prend des formes très simples. Ils cultivent, coupent leur bois, prennent l'eau à la source. Tous ces gestes quotidiens, au fond si banals, me touchent car ils sont les signes de cette appartenance à leur sol. En vivant dans une grande ville depuis longtemps, je sens que j'ai perdu ce contact direct avec la terre. Donc l'idée, c'est de mettre un papier photographique argentique et de le mettre derrière la plante, de flasher avec l'appareil. Normalement, ça devrait imprimer la plante sur le papier. Bah, ça y est, hein. C'est une sorte d'empreinte du paysage. La nuit, je réalise des photogrammes. Je fixe sur le papier la silhouette de fragments de nature, de feuilles, plumes, poussière, tant de choses qui semblent insignifiantes, mais c'est pour moi une façon de me rapprocher de ce sol jusqu'à la plus petite échelle, comme pour prendre racine ou retisser ce lien si fort ici. C'est ce que fait Zourab. Avant, il redescendait dans la plaine en hiver, mais pour la deuxième fois, il va rester dans les montagnes. Zourab, comment c'est ici en hiver? La solitude. Je ne sais pas. Moi, ça m'arrange personnellement. Je me repose mentalement. Quand il fait nuit, je sors et je m'assois pour observer les étoiles. Je me lève à 3, 4 heures du matin. C'est bien d'observer la nature dans le silence. J'aime la solitude. Ce n'est pas difficile pour moi.
Il y a le téléphone. Ce n'est pas si difficile. Je suis au courant de toutes les nouvelles. Juste par moments, ce qui me manque, c'est ma femme. Passer l'hiver ici? Non. Je n'ai pas vécu mon enfance ici. Moi, je suis à la maison. Mon chez-moi, c'est ici. La patrie. Je pensais m'être rasé pour ces photos, mais sur la photo, on a l'impression que je suis pas rasé. Ce sont tes ciseaux pour couper la laine? Il appartient à ta mère, ce couteau? Le couteau de Marouza. J'ai regardé ce matin et je me suis demandé ce que c'était. C'est un couteau de ma mère. Le couteau fait par Marouza. Et je le mets là. Et ça s'imprime là. Je suis marqué par Zourab. Cet isolement est pour lui un vrai choix. Il semble renouer alors avec sa terre et ça lui confère une grande quiétude. C'est cet aspect-là de la Géorgie que je sens si profond en Touchéti. Ce lien si fort au sol. Moi, j'appréhende un peu de rester dans la montagne, ainsi coupé du monde. La neige a commencé à recouvrir les pentes, l'hiver est arrivé. L'Evan doit être en Californie désormais. Et je suis seul avec les irréductibles, cette quinzaine de personnes qui restent quand tout le monde part. Sans eau courante, sans électricité, tous, d'une certaine façon, gardent les lieux. Comme Soso. Il est la sentinelle du village de Chiro. Les loups viennent d'attaquer lorsque je le rencontre. Zezo, d'un autre village, l'a appris. Et il est venu le voir. Il y a des empreintes de loups partout, très nombreuses. On les voit bien. Nagazi, Le chien est mort. capote. Mangé par le loup. Mgale. Combien? Combien? Un seul chien? Oui, un chien. Un chien. Et 6 loups. 6 loups. Il n'y avait plus rien, même pas le squelette. Et Nagazi. C'est du sang. Le chien, il n'est plus là. C'est tout ce qu'il a trouvé. Ils ont déjà mangé 6 chiens. En 8 hivers, 6 chiens. Gloire à nos ancêtres. À nos ancêtres qui ont préservé ce pays pour nous. Quand j'étais seul, je regardais dans le miroir et quelqu'un apparaissait. Bouchki, et voilà. Qui aime la solitude? Mais qu'est-ce que je peux faire? Où devrais-je aller? Je dois être ici. C'est difficile. Ma famille est en bas, mais si je pars, je ne peux pas laisser les animaux. Mon grand-père a vécu ici aussi, mes oncles, et moi maintenant je suis ici. C'est pour ça que nous sommes là. C'est difficile d'être seul, mais c'est nécessaire. Nagazi? Un chien? Non, les loups. Gali. Ah, les loups. Gali là-bas.
J'adore cet endroit. Je ne peux pas partir. C'est déjà détruit ici. Si je pars, ce sera encore plus détruit. Tout est beau ici. Quand tu regardes tout autour, c'est si beau. J'aime tout ce qui est connecté à la Tusheti. Le village de Chiro, presque en ruine, doit beaucoup à la présence continue d'un seul homme. Soso reste là, porté par le devoir de protéger la terre qu'il aime et pour continuer la lignée des ancêtres. Être touche, c'est privilégier la communauté au-delà de son individualité. L'histoire du chien de Soso me trotte dans la tête. Ces hommes-là acceptent de perdre des bêtes au profit des loups, une sorte de fatalité, de tribut payée pour vivre au cœur d'une nature encore sauvage. La nuit d'après, alors que je me promène à la lueur de ma lampe frontale rouge, le chien réapparaît devant moi, tel un spectre. Et derrière mon objectif, le paysage semble se couvrir de son empreinte. Il me reste à aller à Bocsorna, le dernier village touche que je n'ai pas visité. Depuis le début, Bocsorna m'attire. C'est le plus haut village d'Europe et il y vit un homme seul dont tout le monde m'a parlé, Irakli. Trop beau ça. C'est un bouquetin ou... Après une longue marche, j'arrive au village. 2345 mètres. Le fameux Irakli, 80 ans, seul médecin de la région, une force de la nature inébranlable, un enthousiaste qui ne saurait lâcher ses montagnes, m'attend. Sachen. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et toi? Je suis venu le voir pour fêter demain le Nouvel An géorgien. Comment ça va? Tu te sens bien? Pas bien? Sinon, je t'ausculte tout de suite. Bonne année. C'est quoi ça? Que ta vieillesse soit aussi douce que cette friandise. Merci. Ah voilà, c'est 2020. Aujourd'hui, c'est le nouvel an selon le vieux calendrier géorgien. Avec nos invités, nous allons honorer les autels et les anges. Bonne année. Bonne année, à toi aussi. Gloire à Dieu et à ses fils, que les bergers, les chasseurs, les promeneurs soient protégés, que l'œil du diable et les peines restent loin d'eux, qu'ils puissent marcher sur la route du bonheur et de la bienveillance, que Dieu protège notre jeunesse, la jeunesse du village de Bocsorna et ses invités, qu'ils marchent sur la route du bonheur et de la bienveillance. Gloire et grâce encore et encore.
Qui n'a pas de verre? Tu n'as pas de verre? Sers-toi du poulet et fais passer. Quand j'étais seul en Touchéti, je n'avais personne à qui parler ou avec qui passer du temps. Un seul homme m'a rendu visite une fois. Il est venu pour vérifier si j'étais vivant ou mort. Je me suis demandé si c'était un homme ou un animal qui arrivait. Et quand j'ai vu que c'était un homme, j'étais tellement heureux. Alors je serai toujours là pour lui et je n'oublierai jamais cet homme-là. Ami, ami. Frère, frère. Pour Irakli, les rituels et la fraternité sont les ciments de cette vie aux confins du monde. En toutes circonstances, en toute saison, il ne saurait déroger aux règles de l'hospitalité touche et aux coutumes ancestrales. Je passe plusieurs jours avec lui. Je me sens bien en sa compagnie, sa joie d'être là, son énergie et cette façon bien à lui d'entamer la journée. Je n'en prends pas plus que ça le matin. Pas besoin de plus. Allez, prends-en. Juste un petit peu. Au moins ça. Le thé plus tard. Pas plus que ça. Irakli, je peux aller à d'autres shows avec les skis? Ils sont faits main. C'est toi qui as fabriqué ces skis? Oui, ça m'a pris une semaine pour les fabriquer à partir d'une planche de bois. Autrefois, le docteur Irakli utilisait ses skis pour ses allers et retours au dispensaire d'Omalo quand il y avait trop de neige. Je les lui emprunte ce matin pour pousser un peu plus loin mes escapades. Et je tombe sur cette bergerie vide. Cette bergerie est un symbole pour moi. Celui du dernier lieu de vie possible, d'un dernier refuge, le plus isolé de tous. Elle illustre la fragilité de cette vie en marge. Ah, Irakli, moi j'aimerais bien que ce soit mon grand-père.
J'aimerais bien pouvoir venir chez lui, je sais pas, une fois par mois pour être là et passer du temps avec lui et mener une vie finalement pleine mais simple. C'est dur de partir parce que je voudrais dire que je reviendrai bientôt, mais je sais que ce sera dur de revenir. La Touchétie, c'est loin d'où j'habite. Ma porte sera toujours ouverte pour toi. Mon voyage se termine. En allant en Touchétie, je voulais photographier ce que recèlent ces montagnes et que les Géorgiens appellent leur âme. J'ai découvert ces espaces sauvages et préservés. Et j'y ai trouvé la détermination de Kako et Héliko, la sérénité de Zurab, la constance de Soso, la vitalité d'Irakli, la fraternité de Zezo, autant de personnages dont le caractère semble être le reflet de ce territoire. J'ai été marqué par leur amour profond pour cette terre. Je la quitte par la voie des airs, avec la sensation de partir d'une île lointaine. Je garderai toujours en tête ces lieux, isolés mais pourtant si peuplés, de présences animales et végétales, et de ces hommes, avec leurs rites, leurs rêves, et leur vie ancrée au temps présent.